So when it comes to data, there are different types of data. We have structured data, we have non-structured data, and also semi-structured data. So structured data uh, refers to uh, refers to specific formats, like for example, dates, addresses, um, uh, like postal codes, and so on and so on. And an example of non-structured data would be, for example, publications on social media, like comments or blog posts and things like that. Also, um, audio and videos. Emails is another example of non-structured data. And semi-structured data are are partially organized under a specific format, like for example, XML data or JSON. Yep. So now, le big data a quand même quelques caractéristiques qu'on appelle les 5V. Donc, il y a le volume, la variété, la vélocité, la véracité et la valeur. So, vous voyez à droite ici, c'est en anglais volume, value, velocity, variety and veracity. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le volume, c'est la quantité générée de données de tout le monde en fait, c'est-à-dire les données que vous générez, les données que les entreprises génèrent, les données que tout ce qui peut être, toutes sortes de données qui peuvent être capturées c'est ce volume-là en fait. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple YouTube, il y a 500 heures de vidéos qui sont transférées à YouTube par heure. 500 heures. Donc, vous pouvez imaginer juste YouTube qui a ce nombre inimaginable de vidéos. Donc, c'est ça, en fait. La variété, c'est en fait, c'est les différents types de données que vous avez. Vous avez les données audio, les données vidéo, le texte. En fait, il y a toutes sortes, il y a les documents, ouais, il y a toutes sortes de données que vous pouvez, qu'on peut avoir. La vélocité, c'est en fait, c'est la vitesse à laquelle ces données-là sont générées. Comme je vous le disais avant, ça rejoint un peu le volume. La vélocité, c'est si vous prenez par exemple le réacteur d'un avion, c'est-à-dire les capteurs qu'il y a dans le réacteur de l'avion génèrent des données à la milliseconde en fait. Vous voyez. Par exemple, nous qui sommes sur WhatsApp et puis on s'écrit, c'est des données qu'on génère presque à temps réel. Vous allez sur Facebook, vous tapez sur vous donnez faites un commentaire, vous faites un like. Tout ça, ce sont des données qui sont générées. Pour ce qui est de la véracité, c'est en fait malgré le fait que les données sont générées, il y a aussi des données qui peuvent être fausses ou vraies, c'est-à-dire les fake news, les faux documents. Donc, en fait, c'est la qualité des données qui sont générées, parce que on ne veut pas juste générer des données, mais il faut aussi générer des données de qualité. Et que ce qui est de la valeur, c'est-à-dire, ce n'est pas toutes les données qui sont importantes. Ouais, il y a des données qui ne donnent pas de valeur vraiment aux entreprises ou même à nous-mêmes. Ouais. So I will actually take this one in English. So what I was trying to say here, so we have the 5 V's of big data. So we have volume, variety, velocity, veracity, and value. So what this means is that in terms of volume, it's how much data we're actually generating every day and every second of our lives on the internet. So an example that I found was that 500 hours of videos, or YouTube videos, is uploaded per hour. So can you imagine in 1 hour, 500 hours of video? Every time we are sending messages on WhatsApp, every time we like something on Facebook or Instagram, we are, everywhere we're browsing, well, our data is being captured. So that's the volume. The variety is the type of data that we have. So audio files, video files, documents, text,
data coming from IoT devices. All these are the variety. The velocity is close to volume. So is how much data is created on a per second or per milliseconds, right? So if you take, for example, the engine of an airplane, right? All the sensors that are capturing the data from just one single engine and how much it's outputting in terms of data, right? And then veracity is, how true is that data? So these days, what we have, like fake news and fake information. So just because the data is out there doesn't mean that it's actually a quality data, and how true that data is, right? So we need to make sure that the data that's created, or the data that we use, actually has value, which gives me to the next segue, which is the value of the data. So not all data actually is valuable, right? So for companies, they can have the data, but that doesn't necessarily mean that it's a valuable data. So you need to have mechanisms in place that would be able to harvest that data and capture value out of it, right? Okay, so next is, where is that? I have to go back to French. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. OK. So d'où est-ce que viennent ces données, en fait? Oui. Comme je le disais, ces données viennent des réseaux sociaux, des objets connectés, le commerce électronique, la santé, et puis les transactions commerciales. Sur les réseaux sociaux, nous tous on sait, c'est Facebook, Twitter, Instagram. Les objets connectés, ce sont, comme je le disais, les capteurs qu'il y a, par exemple, sur les réacteurs d'avion, les maisons intelligentes. Dans l'agriculture, par exemple, il y a les tracteurs maintenant ont des capteurs qui peuvent savoir quand il va pleuvoir. Donc, par rapport à cela, ça va irriguer le champ plus tôt ou plus tard. Il y a quoi d'autre encore? Donc, il y a plein d'endroits, en fait, où ces données viennent. Le commerce électronique, par exemple, les entreprises comme Amazon ont les données que les gens achètent, et les transactions que les gens font et tout. Domaine de la santé, il y a les imageries médicales. Il y a les dossiers médicaux et tout. Et tout ce qui est transactions commerciales, quand on va en banque, quand on fait nos transactions, ou quand, par exemple, une société comme, je sais pas moi, Walmart, ou bien, c'est quoi la société française encore? Carrefour, par exemple, toutes ces entreprises, en fait, ont des données qu'elles stockent. Et c'est dans ça maintenant qu'ils utilisent ces données après pour pouvoir nous vendre encore d'autres choses. So what I was saying here is that where is the big data coming from, right? So it's coming, as I mentioned earlier, it's coming from social media. So Facebook, Twitter, Instagram are like the big ones these days. It's also coming from IoT devices, so sensors everywhere. So you have sensors that are on like airplane engines, you have sensors that are like on farming equipment, you have sensors that are like in houses. So IoT devices are really creating a lot of like data these days. You also have it coming from what we buy online, for example. So all the transactions that we do online, when we buy things, it's all captured. In healthcare as well. So healthcare imagery, you have your records, healthcare records, and also all commercial transactions. But in terms of like the African context, I would say as users of WhatsApp, for example, one of the reasons why WhatsApp is free is because, first of all, it's the data that we use that they harvest to do things with it. So we as a continent and all the people using WhatsApp, for example, create so much data. So we put in like our text messages, we put in our in some other countries, they actually can buy things with WhatsApp. You can do they capture so much data from WhatsApp, so and that is just one company, if you think about it. So all that is where the big data is coming from. Any questions so far? Est-ce qu'il y a des questions? No? All right, let's keep going. So, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée-là, en fait? Donc,
il y a plein de choses, je pense qu'il devrait avoir un S ici, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les données. On peut faire de l'intelligence d'affaires, ça veut dire que les entreprises utilisent ça pour obtenir des informations sur leurs clients, les tendances du marché et pouvoir optimiser en fait leurs opérations. On peut faire du marketing personnalisé, c'est-à-dire ils peuvent maintenant apprendre comment est-ce que segmenter en fait les clients et de cette manière leur vendre des produits plus personnalisés. Ouais. Ils peuvent aussi faire de la détection de fraude et puisque si vous arrivez à faire une analyse des données et vous pouvez en fait savoir quelles sont les transactions qui sont frauduleuses parce que ces transactions auront un autre type de caractéristiques parce que vous avez fait cette analyse-là. Il y a la santé aussi. Il y a plein d'applications aujourd'hui qui peuvent, à l'aide de photos, de smartphones, de regarder une image et puis de vous dire si, par exemple, une personne automatiquement, une personne a, par exemple, le cancer du sein ou quelque chose comme ça. Et bon, aujourd'hui, les villes intelligentes aussi, hein. Je sais que ça, c'est pas trop répandu, mais il y a des villes maintenant avec les capteurs dont on avait parlé aussi, donc les villes intelligentes. Donc, si je prends par exemple l'exemple du marketing personnalisé, si vous prenez une compagnie comme Amazon Web Services, AWS, non, pardon, Amazon, si vous allez acheter, je vais prendre même le Netflix, prenons Netflix par exemple, je pense que beaucoup de gens utilisent Netflix. Au fur et à mesure que vous regardez Netflix, vous remarquez qu'il commence à vous envoyer soit des films ou des documentaires qui ressemblent à ce que vous avez regardé auparavant. Tout ça, en fait, ça vient du fait qu'il analyse ce que vous aimez, il analyse vos préférences et tout, et arrive à vous recommander certaines vidéos par rapport à cela. Et ça, c'est fait automatiquement. C'est pas quelqu'un qui est assis, qui vous donne, c'est vraiment fait automatiquement. C'est ça, en fait, la beauté du big data. So, where can you use big data in its applications? You can do, companies use it to do analysis, like huge amount of analysis to capture insight, to figure out how the clients interact and to figure out what market trends are and to find a way to optimize their efficiency, right? They can also do personalized marketing, basically making sure that the data that they use, they can segment a particular part of the market to have them to create targeted ads, for example. And so they can use it there to figure out that, for example, you like this or you like certain things, you like certain movies, and things like that. You can also use it to detect fraud. So how do they do that? So, looking at a large amount of data, they're able to see transactions that are fraudulent, right? Because those transactions usually fit a certain model. So like the tools is able to detect that, okay, so this transaction seems suspicious and would flag it as a fraudulent transaction. You can also use it in healthcare. So one of the applications is in some places they use images to detect and predict women who may have breast cancer, right? So that's one of the applications that healthcare has. And there's a lot more applications, but that's an example that we found. And also smart cities. I know that that's not a big topic right now in terms of like smart cities, but that is also something that they can do with big data. So going back to targeted marketing. So an example, as I was saying, like people who, for example, watch Netflix, you can see that your as much as you start watching, basically you start seeing movies that you may like. So the algorithm basically predict that, oh, because you watch this movie, you might like this movie, right? So essentially, it's all done automatically. It's not someone who's sitting and actually pushing buttons to do that. So if you think about it, that is one huge application of big data these days, right? It's the marketing, ads,
personalized content, you know, YouTube, for example. Yeah. Any questions? Question? No? I have a question. Okay, go ahead. Okay. So I had a discussion with somebody as at last week, and he was actually having an issue actually getting a placement abroad, and he told me something that data analytics is going down because a lot of people are into it. Mhm. But based on what you are saying, it means that more data is even generated because now with the inception of IoT and other technologies also cropping out from the blues. Mhm. So, what is the hope of data analytics? Because I wonder why such a role is now, the competition is so much that there's not even enough jobs for people in that field. Right. Good question. So, yes, it may seem that Faudra répéter la question aussi Ah, en ok. français. La question de Michael, c'est ça, Michael, c'est il disait que dans il a causé avec quelqu'un la semaine passée et il savait que parce que il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans le big data et analytics, la compétition est devenue rude et ça fait que il y a moins de boulot en fait. Ouais, non. Donc c'est ça c'est la question qu'il a posée. Je vais le répondre et puis je vous reviens. So to answer your question, so as much as there's a lot of data out there, and as much as there is competition, right? You gotta remember that a lot of it. So there is, and I'll step back. Recently, companies have laid off a lot of people, right? So I don't know if you heard the news, like companies like Facebook, Amazon, and all these companies have laid off folks, right? The thing here is that when I did my research, a lot of these companies laid off people because first of all, they overhired during the pandemic, right? So they had way more people that they needed to do the work, right? So that's one of the first aspects. Two, our field is so wide, right? So you can be in analytics and be in a specific niche, right? You don't necessarily have to be, you know, for example, do let's say data engineering, for example. Like data engineering is like one aspect of it. You can also do machine learning. You can do visualization, right? So there's a lot of niches that maybe yes, it's true. Like there may be more people there than other areas, but in my opinion, there's still work to be done because it's still a field that is growing because still a lot of companies are doing that. But if you a lot the companies that are actually using big data are the big companies. So when I say the big, I'm talking about like the Amazons of the world, the Facebook, and those are the ones that are truly using big data and the machine learning side of things. Smaller companies say that they're using it, but in reality, it's really rudimentary, right? So, but then let's switch to even Africa, right? The little research that I did, there are some places where it's big. So I don't know, I'm not sure where you're from, but I know that Nigeria and a lot of the Anglophone countries, right, the countries that where they speak English, they were a little bit ahead of the Francophone countries in terms of like this field, for example, right? So I know in Kenya, you know, they use a lot of. I'm not saying it's the same as the US, for example, but they still use some of these tools. They talk about some of these things. So for us, there will be work because our companies there still need to get into this, right? To use our data to build solutions for us, right? So that's kind of like why we're even talking about all this. So I don't know if that answers your question. Yes, that does. Thank you very Okay. much. Yep.
Ben, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ça. I don't know if you have anything to add. You're on mute. Désolé. Et tu ne veux pas répondre en français aussi? Ouais, je vais répondre à ça. Donc, ce que je disais, c'est que pour répondre à ça, je vais répéter encore pour ceux qui peut-être qui ont oublié. Il a dit que il y a un peu une petite compétition qui se fait avec la filière du big data, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont commencé à licencier des gens, le personnel, et il savait que dans certains secteurs, le big data est en train de diminuer, quoi. Donc, je lui disais que l'une des raisons pour laquelle les entreprises, par exemple, comme les Facebook, Amazon, ont licencié, c'est que durant la pandémie, ils ont embauché beaucoup de gens. Ils ont embauché un surplus, en fait. Oui. Donc, ça fait que aujourd'hui, avec le climat dans lequel nous sommes, où le taux d'intérêt est en train d'augmenter, ils sont obligés de diminuer leur nombre parce que déjà, ils étaient en surnombre. Vous voyez. Donc, ça n'a pas vraiment, ce n'est pas vraiment une cause. Et même ceux qu'ils ont licenciés, c'est vrai qu'il y avait des ingénieurs qui étaient dedans, mais la plupart du temps, c'était beaucoup plus product team. Je ne sais pas comment on dit ça en français, le product team. And so, ceux qui n'étaient pas vraiment technical, if that makes sense. La partie technique. La partie technique, ouais. Et encore, dans le big data, il y a tellement de filières, vous n'êtes pas obligé de... C'est vrai qu'il y a certaines filières peut-être qui ont moins de boulot que d'autres. Il faut vraiment savoir où se mettre, quoi. Ouais. Mais je dis que il y a toujours quand même la demande pour certains savoir-faire. Et nous qui sommes, par exemple, en Afrique, on a des entreprises qui sont, on peut dire, qui utilisent ces outils et tout, mais elles ne sont pas peut-être au niveau des entreprises, par exemple, qui sont ici. Et donc, il y a encore du boulot à faire là-bas. Donc, apprendre ces outils, apprendre à penser à tout ça peut peut-être vous aider à avoir un travail ou améliorer votre tendance en Afrique, vous voyez. Donc, c'est ça que j'essayais d'expliquer à Michael. Yeah. OK. What are we doing on time? OK, 10:15. Donc, ça, ce sont les outils, en fait, du big data. Je ne vais pas trop durer sur ça. Donc, dans les outils, vous avez les outils là où vous stockez les données. Vous avez les outils où vous pouvez faire la visualisation des données. Vous avez les outils pour l'analyse de données. Et puis, pour écrire le code. Quand j'expliquais en fait ce qu'était le big data, il y a un framework que je n'ai pas pensé, c'était Hadoop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'espère que c'est clair, hein, Hadoop. C'est vraiment le framework qui a beaucoup aidé aux entreprises à vraiment se propulser et vraiment prendre avantage, à vraiment take advantage. How do I say that? Capitaliser sur les big data. Parce que c'était un outil pour pouvoir faire le processing en parallèle, quoi, vous voyez. Mais ça, ce sera peut-être pour un autre topic qu'on peut en discuter. So what I was saying here is that this is the tools that folks use now and in the past for big data. So for example, Hadoop was one of the frameworks that was really powerful back then to do parallel processing. So the framework was highly used. That's one of the tools that I actually first learned back in 2015. Actually, no, 2012, actually, to do big data and some of the machine learning that we did. Spark is one that's really powerful these days. So we're not gonna get too much into the details, but this is kind of like the landscape that we wanted to show. So you have like tools that do the ingestion, tools that do the storing, tools that do the orchestration, the streaming, machine learnings, and the programming tools, basically.
Anybody ever use these tools at all? I'm curious. Est-ce que quelqu'un dans le groupe a déjà utilisé un de ces outils? Anybody ever use any of these tools? No? Okay. All right. OK, cloud. On va aller dans les nuages. Cloud computing. Donc, c'est quoi le cloud computing? Donc, pour ce que j'expliquais du big data, quand on parlait de ça, on parlait plus sur le... Donc, il y a Charcoal B qui a une question. Oh, OK. Vas-y, Shakul. Unmute yourself. Oh no, I just wanted to say I use Tableau. I don't know if that's considered part of, one of the tools that, Yeah. we use in big data and our studio. Yeah. But so, I mean, after using those tools, I just kind of thought about something. Does those data really tell what is predictable, or it's just what one wanted to predict? Because there is a wanted to predict, and then there is a predictable one. There is a wanted to sort of like shows, and there's what's real. So that's what my question is. Okay. I'm pretty sure I'm not being too. Yeah. Non. Shakul demande si... D'abord, il a dit qu'il utilise Tableau et puis RStudio. Ouais, ce sont des outils qui sont... ouais, tu peux utiliser ça dans tout ce qui est analyse de données et tout. Maintenant, il demande, est-ce que c'est toutes les données qui sont... qu'on peut utiliser pour faire des prédictions, ou... C'est ça, non? Est-ce que c'est toutes les données qui sont utilisées pour faire des prédictions ou pas? Did I translate that correctly? Est-ce que les données sont... Est-ce que la prédiction des données, la prédiction de à travers ces données-là sont quelque chose de réel, ou bien c'est ce qu'on veut prédire soi-même? OK. Il demande si les prédictions sont vraiment des vraies prédictions, ou bien ce sont des... ou bien c'est en fait du mensonge, quoi. So he's asking whether, if you take a data set, for example, are the predictions real, or the prediction what we want them to be? That's the question, right? Yep. Okay. So I'll answer in English, and then in French. So again, it goes back to the 5 V's, right? If you remember the 5 V's, right? And one of them was veracity and value. So veracity is, the data that you use to do your predictions, is it really good data? And if it's good data, then your predictions would necessarily translate into better predictions, I guess, right? So that's the first thing. And then you have also the value. How much value do we get out of that data? So it is true that you could potentially create bias from a data set, from a prediction, because of the data that you're using inherently has bias, right? You don't have a complete data set to start with, right? So you can potentially have data set predict things that are not truly what they are, right? And it would inherently create bias into that data set. So do you see what I mean, Shakul? Yeah. Yeah. Donc, je disais que sa question, c'était, est-ce que les données qu'on utilise, est-ce que ces données-là, les prédictions que ces données-là font, est-ce que c'est vraiment de vraies prédictions, ou bien c'est ce que l'on veut que ce soit? Ouais, est-ce que c'est ce que la personne qui utilise les données, est-ce que c'est ce qu'on veut que la prédiction soit? Donc, je lui ai répondu pour lui dire que, en réalité, c'est les 5 vies dont j'avais parlé là. Et un, c'était la valeur et
la véracité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez de mauvaises données dans le modèle, ça va vous donner un mauvais résultat. Et ça peut aussi créer le biais, en fait. Je ne sais pas si c'est biais, non? Bias? Yes. Donc, ouais, un stéréotype. Ouais. yeah. Voilà, un stéréotype. Donc, un des exemples concrets, je peux vous dire, c'est quoi? C'est, tu te rappelles Ben ChatGPT pour créer les images? Ouais. L'outil a été entraîné sur des images qui sont beaucoup plus focalisées sur les populations petites blanches, des hommes et des femmes blanches. Donc, quand on dit à l'outil, par exemple, de créer quelque chose, générer une image. Générer une image de personnes noires, l'outil a des difficultés. Ouais. Parce que l'outil ne connaît pas, en fait, il n'a pas appris à générer des images de noirs. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est une question de pouvoir mettre dans l'outil toutes les données qui vraiment représentent la population, en fait, en tant que telle. Ouais. Yeah. So let me jump into Go for it. je vais faire en français et puis en anglais comme on dit. Donc, let me jump into to add this aspect. Sometimes the data can be clean, but the people collecting the data might run into, I mean, if they're not careful, they will collect the data in such a way that they're gonna get some misleading results. I'll give you an example. I saw a study a few weeks ago, like I was reading an article, and it was about the airline industry before it became before it took the shape that it has right now. Mostly rich people were traveling, and the laws were made in such a way that it did not allow just anybody to travel, at least in the US. And the reason that the lawmakers brought is that when they ran surveys, they noticed that poor people did not travel. They would rather take the bus. You know, it was misleading in that way. In reality, they wanted to travel, but they could not afford it. Yeah. You know, so the data led them to that conclusion. So there was some debate with some new airline company that wanted to serve like the general population, and they ran a different survey and found out that when the prices are reasonable, everybody wants to travel. And this fact completely changed the airline industry. So basically, it's not the conclusions that are derived not only depend on the quality of the data, but also how the data is sampled in the first place. You know, and in the results, you will always have like a margin of error, which can be left to interpretation. It's never the outcome of an analysis is never gonna give anyone 100%. You know, in terms of like an answer. You know, so it's always left to the interpretation in the end. Donc je dirais que en fait, il y a un autre aspect. Souvent, les données qui sont collectées peuvent être de bonne qualité, mais la manière, la procédure qui est employée par exemple, par les statisticiens peut les conduire à faire des erreurs. Donc, j'ai mentionné une étude statistique que j'ai vue dans un article qui parlait spécifiquement de l'industrie de l'aviation, où quand on repart plusieurs années en arrière en Amérique, les lois étaient de telle sorte que c'était difficile pour de nouvelles compagnies de rentrer dans l'industrie pour servir le public. Et la raison pour laquelle c'était difficile, c'est parce que le gouvernement avait fait des études où ils avaient tiré les conclusions que seulement les personnes riches aimaient voyager et les personnes du grand public, la classe moyenne, préféraient prendre le bus. Et c'était tout juste parce que les données qu'ils avaient collectées, ils avaient seulement collecté les données de ceux qui prenaient l'avion tout le temps, donc les riches.
Donc, il se trouve qu'il y a une autre compagnie qui essaie de rentrer dans l'industrie pour offrir de meilleurs prix. Eux, ils ont non seulement pris les données que le gouvernement avait collectées, mais aussi ils ont pris soin de se renseigner auprès de ceux qui prenaient le bus, par exemple. Donc, ils se sont très vite rendus compte que tout le monde veut prendre l'avion à condition que les prix soient raisonnables. Donc, dans les deux cas, les statisticiens ont pris des données qui sont bien conformes, mais la manière dont ils ont fait la sélection des échantillons a conduit un groupe à faire une erreur et puis l'autre groupe a découvert en fait la réalité. Et puis aussi, quand les analyses sont effectuées, il n'y aura jamais un résultat de 100% pour dire que c'est exactement ça la réponse ou telle autre chose la réponse. Il y aura toujours une marge d'erreur qui peut être laissée à l'interprétation. Donc, c'est ça. Exactement. Merci. Akuba, vas-y, go ahead. Okay, hi. Okay, I will say that in English. Yes. Et en français, je le dirai en français aussi. Okay. So, basically, he was talking about Tableau. It's a tool, you know? So, kind of to summarize what everybody's saying so far, you know, it's accurate, but I would like to summarize, you know? It's just the way you prep the data. Tableau is just a tool. You know, even when Tableau was not existing, they were doing some forecasting with the traditional statistic, you know, forecasting tools, you know, the math. It's about the data, the way you prep the data, the way you go about doing the analysis to get the result. As you mentioned, Abdel, right? Mhm. Wrong data, wrong forecasting. Mhm. Good data, good analysis, accurate. I mean, I would say accurate forecasting with, as Benjamin mentioned, some margin error, you know, or error margin. I don't even know how to do that. So it's just a data, it's just a tool, you know. En français, je dirais, Tableau, c'est un outil. Voilà. Si ça dépend de comment on prépare les données avant de les utiliser par des méthodes, je ne sais pas moi, statistiques, et si les données sont mauvaises, le résultat, comment est-ce qu'on dit même, forecasting, les prévisions ne seront pas bonnes. Si les données sont bonnes, les analyses sont bien faites, les prévisions seront dans la mesure du possible véridiques. Pas à 100%, il y a des erreurs de marge, je ne sais même plus comment on dit ça maintenant, mais ça sera dans la mesure du possible proche de la réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, it's not about Tableau, it's about the data that you use. Yes. Yeah. Merci. Thank you. Beuba, vas-y. Vas-y, Beuba. Go ahead, Beuba. Yeah. Beuba, do you have a question? Tu as une question? Do you have a question, Beuba? Okay. I guess if he doesn't have a question, you can ask later. Anybody else has any question? Une autre question? Okay. Donc, do you want to type your question? Beuba, do you want to type your question and we can try to answer it? So Beuba is going to try to type his question here. Enfin, le temps qu'il tape, on peut continuer. On peut continuer, okay. All right. So, cloud computing, qu'est-ce qu'il disait encore, le truc dans les nuages. Programmation dans les nuages. Donc, le cloud computing,
comme je le disais, c'est un modèle de prestation de services informatiques à partir d'Internet. Il permet en fait aux utilisateurs, aux compagnies, aux entreprises de pouvoir avoir les ressources informatiques dont elles ont besoin, soit que les serveurs, les applications, les bases de données, à la demande et selon leurs besoins à partir d'Internet. Donc, l'informatique en nuage, quoi, en fait, c'est comme on le dit. Donc, je vais essayer de t'expliquer ce que la différence entre les deux. Vous voyez. Donc, l'exemple que je veux utiliser, let me go back and do it in English. So cloud computing is just a way to access your any tools that you want, whether it's computer servers, applications, storage, via the internet from a cloud provider. And we'll get into who are the cloud provider in a minute. So, l'exemple que je voulais utiliser pour essayer d'expliquer la différence entre le cloud et puis ce que les entreprises avaient avant, c'est que avant, vous pouvez penser à l'exemple de la maison. C'est-à-dire, vous avez votre maison, c'est vous qui vous occupez de la sécurité de votre maison, vous vous occupez de vous payer l'électricité, vous payez tout en fait, l'eau. S'il y a quelque chose se gâte dans votre maison, c'est vous qui payez, vous payez les impôts, vous êtes propriétaire de la maison. Donc, il y a des charges qui sont fixes et il y a des charges qui fluctuent en fait par rapport au mois. Vous voyez. Mais malgré le fait que vous ayez la maison, c'est-à-dire quel que soit X, disons par exemple une télé dans votre maison. La télé est là, c'est une charge. La piscine est là, c'est une charge. Et voilà, c'est ça. Maintenant, imaginez imaginez, ça c'est ce que les entreprises avaient avant. C'est-à-dire, tu as tes propres serveurs, tu as ton data center, c'est toi tu payes l'électricité pour tous les ordinateurs que tu as. Tu payes, si vous avez besoin de nouveaux ordinateurs, c'est toi qui payes tout. C'est-à-dire, toutes les charges sont vraiment à vos frais. Et si vous voulez, par exemple, upgrade, c'est-à-dire aller d'un nouveau d'ordinateur beaucoup plus puissant, c'est vous qui faites tous ces trucs-là, tous ces achats-là. Et vous êtes responsable de la sécurité aussi, parce que ce sont vos infrastructures. Maintenant, prenons l'exemple d'un appartement. Un appartement, vous pouvez aller et louer une salle, un appartement dans un bâtiment. Vous pouvez louer, par exemple, et vous n'êtes pas responsable, en fait, de la sécurité du bâtiment. C'est-à-dire, c'est le propriétaire du bâtiment qui est responsable de la sécurité de tout le bâtiment. Il y a des bails, par exemple, qui font en sorte que c'est inclus, l'électricité est inclus. C'est vrai que vous pouvez payer ça ou ça à part, mais il y a des bails qui font en sorte que vous payez tout, genre une sorte de forfait. Si, par exemple, vous vous rendez compte que l'appartement devient petit, vous voulez un autre appartement, il suffit que vous voyez peut-être le bailleur pour lui dire, OK, je veux agrandir l'appartement, je peux peut-être prendre un deuxième appartement à côté, vous voyez, c'est juste un exemple, prendre un deuxième appartement à côté. Donc, c'est faisable, en fait. Donc, c'est ça un peu, et vous êtes responsable de la sécurité. C'est vrai que le bailleur est responsable de la sécurité du building, mais vous pouvez aussi être un peu responsable de votre propre sécurité en fermant votre porte quand vous rentrez, par exemple. Ouais. Donc, c'est cette différence, en fait, que j'essaie de voir entre l'ancienne forme d'infrastructure qu'on avait avant et le cloud. C'est-à-dire, le cloud, en fait, devient un moyen d'utiliser les produits ou les serveurs, les types de stockage, les applications à volonté. Et à volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple vous utilisez une télé aujourd'hui, vous louez par exemple une télé avec le bailleur, si vous avez fini d'utiliser la télé, vous pouvez aller remettre la télé. Donc, vous ne payez pas, en fait, la télé ne reste pas, en fait, dans votre appartement
comment dire, ne reste pas dans votre appartement et sans rien, en fait. Ouais. Donc, c'est une manière d'économiser, on peut dire. So I think it's going to be better in English. So the example here that I'm trying to show here is the differences between what on-prem, meaning your traditional IT infrastructure is compared to what the cloud is. So I try to use the example of the house and the apartment. So in the past, right, so you have, let's say you have your house, you pay for your electricity, you pay for your water, you pay for the pool, that's nice. You pay for basically everything. You want to expand, for example, you need to either, you know, build a bigger house somewhere else, or you know, maybe ask your neighbor if you can buy the property and expand that way. So you're basically, in a way, stuck to the area that you are. If you want to upgrade, for example, your servers, you have to pay, you know, for the upgrades. You pay for the electricity, right? Same for your for if you think about the cloud and you think about the apartment, you basically rent a space somewhere. You rent computing power, for example. You rent you know, and to use a certain application. You rent to use you know, certain storage, right? So you're not necessarily responsible for the security of the building, but you're responsible for the security of your apartment. So someone else is responsible for the security of the building, right? So similarly, if you think about it in terms of like IT, right? So you only use what you need. So let's say you are using like a TV, for example, in your house, in the apartment. When you're done using it, you can basically, let's say, return the TV to the owner of the building, for example. So the cloud is kind of like pay as you go for a lot of the tools. So if you want to, let's say, upgrade, usually most cloud provider typically offer free upgrades, but not always. Sometimes you have to pay. But in essence, that is kind of like the differences between the two. I hope I explained this in a way that made sense. So, any questions? Yeah, I have a question. Okay. Okay, so you talked about companies having to move their data to the cloud. Mm-hmm. And at some point, I have something to ask about the key pairs. The what? Key pairs. At least I have some knowledge about AWS. So I want to have a question about I want to ask a question about the key pairs. In terms of the security, how most efficient is it using the key pairs? Because as at last week, I'm just giving an illustration right now. As at last week, I was working with some team members and I had to release the key pairs. So now, at some point, what if I decide to change it, right? I change the key pairs. Now, is it possible for a cloud provider to have more than one key pairs? I just want to have more understanding to that. Are you saying key pairs like this? I type it in the chat. Key pairs like this. Okay, key pairs. Okay, yeah, key pairs. That's it. So is that an AWS thing? Yes, it's not just AWS. Even Microsoft Azure has such too. It's more like a file with encrypted codes in it. Oh, okay. So you're asking. So your question is like, how do you manage your key pairs? For example, your encryption keys. Yes. Okay. Yes. So I know. So for Google, let me try to say the question in French so people can hear. So sa question c'est comment gérer les par exemple dans le cloud il y a des ce qu'on appelle les clés, les keys qui te permettent de pouvoir avoir accès à certains Les clés secrètes. Je pense qu'on dit clés, enfin, je me dis clés secrètes. Ouais, les clés secrètes pour pouvoir avoir accès à certains outils du cloud, parce que tout est sécurisé en fait. Ouais. Et il demande, sa question, si je ne me trompe pas, c'est comment on fait pour gérer
ces clés-là, en fait. So I'll try to respond in this. So from the Google side, from what I know, in terms of keys, you have what you call key management systems. So essentially, that's where you have two choices. Either you can have the keys hosted by Google, or you can have them be hosted by a third party. And then depending on how, the policies that you have for the companies, they can rotate those keys, right? So I don't know if that is what you're asking, unless I'm not understanding your question. Yeah, you partly answered it. Mm-hmm. Now I got information, though, just searching online, that it was possible to crack those keys. Oh, That it was possible. So it's because this is why I'm asking this question, is because you talked about companies moving data now into the cloud. mm-hmm. And one of the reasons why it was quite an issue for many organizations in the beginning, moving their resources to the cloud, was because of the security. Yes. So they felt that, okay, they can trust their processes more than just leaving it in the cloud. Not until when, of course, everyone started going to the cloud and started seeing the resourcefulness of being in the cloud. That is when everybody keyed into the cloud. Mm-hmm. So now that there is a let me just say, there's an update that it is possible to actually crack these keys. So that was why I asked that, is there any way in which we can actually help in securing? So I just painted Okay. that scenario, but that is the real question. Yeah. So Je peux essayer de répondre à ça. okay, go ahead. Yeah. Okay. So Michael, let me repeat if in French so that the others see. Donc en fait, Michael veut savoir, genre avec la migration de centres de données que les entreprises avaient à l'intérieur de leur bureau, enfin, faire ce transfert au cloud, il est un peu concerné par la sécurité de ces données. Parce qu'il sait que les clés secrètes qui sont utilisées en général pour crypter les fichiers sensibles peuvent être craqués par des hackers. Donc, en fait, il demande quelles sont peut-être des solutions pour sécuriser les données qui sont transférées dans le cloud. Okay, so Michael, let me answer your questions. Yeah, English. There are different approaches. So I'll just describe them and then give you some tools that you can use or that your company can use. So the first approach is what's called the encryption on disk, meaning that all the data that's going to be stored at the cloud provider of your choice is encrypted, and only you, the user or the company, has the key. So what that means is that if you store that data, that encrypted on disk data inside Google cannot decrypt and inspect the data because only you has the key. And there's a way to structure your web application in such a way that when it retrieves that encrypted data, it can decrypt it on the fly so that it's usable to you. So that's one approach, encryption on disk. The other approach, like Aziz mentioned earlier, the KMS approach, key management system, or all the major cloud providers have such a service. It's the same idea, but instead of you managing the encryption in the sense that picking which algorithm to use for encrypting the data and all, the KMS service will do that on your behalf. And you still have the key, you still hold the keys. So still Google or any other provider will not be able to decrypt it. And the advantage of the KMS is that it also takes care of performing the key rotation.
because computers become more and more powerful. You know, a lot of computers have powerful GPUs, so they can actually, it's only a matter of time before they can crack, you know, keys that have been around for a long time. You know, so that's the advantage of the KMS. And then there's a third option, which is to use the tooling from, there are companies like HashiCorp, that the company that's behind Terraform. They have a solution that they call Vault. It's the same idea as the KMS, but it's not tied to any specific provider. You know, so to help with your transition to the cloud, you can run Vault inside your current data center. And then when you start your transition to the cloud, you can deploy Vault at Google or AWS or whichever one you pick, you know, and you still hold the keys. And the advantage is that that solution is portable. So if you first move to Google and you see that what Google offers is less than what you can get at AWS, and you want to switch, you know, you don't need to rebuild all of this infrastructure. You just move your Vault to AWS and things still work. So, okay, does that answer your question? Perfectly. Yeah. Thank you very much. Yeah, I forgot to mention more tools. So Vault is the portable one from HashiCorp. You have KMS in Google, you have KMS in AWS. This is cloud specific. And then for the encryption on disk, you can use, for example, Ansible. So Ansible by Red Hat, for exemple. Okay. Donc, maintenant, je vais essayer de redire ce que j'avais dit en français. Donc, non, je disais à Michael que pour faire cette transition-là, et puis sécuriser les données, il y a en fait 3 approches que j'ai décrit brièvement, et puis aussi mentionner des outils qui peuvent être utilisés pour vos projets ou bien vos compagnies. Donc, la première approche, c'est de crypter les données qui sont stockées sur le disque. Donc, par exemple, avant de transférer, ou bien quand vous, pendant le processus de stockage de données dans les différents services du cloud comme Google, Amazon et autres, vous pouvez crypter les données sur le disque de telle sorte que les services de Google ou bien Amazon n'ont aucun moyen de lire ou bien de déchiffrer les données qui sont stockées sur le disque. Et puis, c'est à vous de gérer les clés. Donc, ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est d'utiliser un service. Enfin, le thème général, c'est, en anglais, on dit KMS. Donc, c'est un manager. Enfin, comment on dit ça en anglais? C'est un moyen de manager les clés secrètes. Donc, le terme générique qu'ils utilisent, c'est KMS, Key Management System. Donc, système de management de clés secrètes, si on veut voir. Donc, tous les services cloud comme Google, Amazon, Microsoft et autres ont tous ce service. Mais la différence, c'est que ce service est spécifique à chacun de ces à chacune de ces compagnies, en fait. C'est pas quelque chose de portable. Donc, l'idée est la même. Le système de KMS vous permet toujours d'avoir la clé pour décrypter, mais l'avantage, c'est que le système de KMS s'arrange à faire les rotations des clés. Parce que les algorithmes qui sont utilisés pour crypter les clés, éventuellement, pourront être décryptés par des ordinateurs de plus en plus puissants. C'est pour cette raison que plus les ordinateurs deviennent puissants, plus les algorithmes pour crypter les fichiers deviennent intenses. Donc, si vous avez des clés que vous avez créées il y a peut-être 20 ans, les ordinateurs d'aujourd'hui vont facilement craquer ces codes. Et puis, bon, les données peuvent être en danger. Donc, la troisième approche, c'est peut-être d'utiliser
un autre service qui n'est pas vraiment un service cloud en tant que tel, mais c'est une compagnie qui crée plein d'outils pour travailler avec le cloud, peu importe le cloud. Donc, ils ont un outil qu'ils ont créé il y a quelques années qui s'appelle Volt. Donc, Volt, si on traduit en français, c'est comme coffre-fort. C'est un peu ça le nom de l'outil. Donc, l'idée est la même que le système KMS, seulement que c'est portable. Donc, vous pouvez installer Volt sur vos propres machines, dans votre propre centre de données ou bien centre de calcul dans votre compagnie. Et puis, quand vous êtes prêt à faire la migration dans le cloud, vous pouvez aussi déployer Volt avec votre choix de cloud. Peu importe si c'est Google ou bien Amazon, Volt marche un peu partout. Donc, ça marche exactement comme le KMS, mais ce n'est pas spécifique à une compagnie cloud. Donc, si vous essayez Google aujourd'hui, puis vous trouvez que Google ne fait plus votre affaire, que vous voulez passer à Amazon, c'est comme c'est portable, vous n'avez pas besoin de reconstruire votre infrastructure pour le faire. Donc, c'est ça. Okay. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, je peux continuer. Ouf, on est pressing for time, so je vais continuer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Attends, je vais voir, est-ce qu'il y avait la question de Beuba? C'est une très bonne question qui demandait, how do we know what makes good data? Is there any characteristic and technique for that? Donc, Beuba demandait comment on peut savoir si une donnée est une bonne donnée. Est-ce qu'il y a des caractéristiques pour savoir vraiment quelle est une bonne donnée, quoi. Pour répondre à la question, what makes good data? Je pense que ça rejoint en fait ce que Ben avait expliqué sur son exemple de l'aviation, c'est-à-dire dépendamment de comment est-ce que vous posez les questions et dépendamment de comment est-ce que vous structurez la collecte des données et le français là. Donc, ça peut en fait influencer les résultats que vous avez en fait. Donc, avoir le contexte, c'est-à-dire si vous êtes dans la santé par exemple, c'est-à-dire la collecte des données, quand la collecte des données se font, c'est-à-dire il faut que, vous ayez une collecte, des techniques qui font en sorte que la collecte est prévisible, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose tout le temps. C'est structuré d'une manière, quand je dis structuré, ce n'est pas les données qui sont structurées, mais la collecte elle-même. C'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas genre collecter, disons, de lundi au mardi, et puis peut-être sauter un jour, et puis collecter. Vous voyez, non, c'est-à-dire ça doit être à peu près la même chose à tout moment pour pouvoir capturer la vraie vie, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire pour pouvoir capturer vraiment comment est-ce que la vie réelle est. Vous voyez. Donc, en termes de caractéristiques, je n'arrive pas à penser en fait comment exactement. Je peux essayer d'expliquer. Ouais, vas-y. Okay. I'm going to try to explain. Let me share my screen briefly. Okay. Okay. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Can you guys see my screen? OK. Donc, en fait, ce que Aziz essayait de dire, puisque j'avais un peu décrit tout à l'heure, c'est que, en fait, quand vous essayez d'analyser, par exemple, disons, vous essayez d'analyser une population, comme tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des voyageurs, où le gouvernement américain, au début, avait déterminé que seulement les personnes riches aimaient voyager, alors qu'il se trouvait que tout le monde aimait voyager. Il suffisait tout juste que les prix soient raisonnables. Donc, il y a une manière systématique de déterminer est-ce que les données qui ont été collectées sont bonnes avec des méthodes statistiques. Donc, ici, c'est un peu un résumé. Donc, disons que
prenons ce cas ici. Disons que dans le premier cas, quand le gouvernement américain avait collecté les données et puis déterminé que seulement les personnes riches aimaient voyager, ils ont sélectionné dans la population, ils ont plutôt sélectionné des échantillons qui se trouvaient parmi les riches. Donc, en utilisant les calculs statistiques, il se trouve que la distribution de leurs données n'est pas normale. C'est un thème spécifique pour les statistiques. Parce que la distribution normale, c'est que quand les échantillons sont bien sélectionnés dans toute la population, c'est du genre toutes les combinaisons de, par exemple, de combien d'argent les gens ont en banque, par exemple. En principe, en faisant le calcul, l'analyse des échantillons, on doit avoir une structure qui ressemble à ça, donc une distribution normale. Mais ce que le gouvernement américain avait fait au début, c'était biaisé en fait. Donc, au lieu d'être normal, c'était plutôt soit d'un côté, du côté droit, bon, en anglais on va dire, comme ils disent ici, negatively skewed, ou bien positively skewed. C'est du genre, ça dévie de ce que ça doit être. Le milieu, c'est la médiane. Genre, si on voit la personne moyenne, genre, comme dans le cas particulier de l'aviation, combien d'argent la personne gagne et puis est-ce que cette personne-là est intéressée à voyager. Donc c'est un peu ça. Ça dit que la manière systématique qui est impartiale, c'est que quand les échantillons sont collectés, on fait les calculs statistiques et puis si les échantillons sont de bonne qualité, on doit en principe avoir une courbe qui est normale, comme celle du milieu. Yep. So I'm going to say the same thing again in English. So I gave the example of the airline industry and the surveys that the government ran, you know, and they came up to the conclusion that only rich people really love to travel. And when samples are collected for the whole population, if the quality of the data is good, we should end up with what's called a normal distribution in statistics. And the normal distribution basically indicates that the samples that are collected reflect all the various aspects that can be found into the population. So it means that it doesn't just account for the rich, it accounts for middle class, poor, like everybody. You know, so we should normally end up with a distribution that looks like this, where the middle is the median, meaning that it's the average citizen, for example. But what the government ran was negatively skewed. It means that it accounted too much for one aspect of the population, in that particular case, the rich. So I don't know, I'm pretty sure that when the data they collected must have been skewed like one way, like negatively skewed or positively skewed that way, you know, which means that the quality of the data was not right. And that led them to draw the wrong conclusions. But if they had collected it in a way to account for everyone, they would have ended up with a normal distribution and then came to the same conclusion as the new airline company that wanted to serve just everybody with affordable prices. So that's about it. Cool. Okay. Tu veux continuer? Yep. We're running out of time. Okay. Okay. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Yeah, I can see it. On peut voir. Ouais. Okay. Why is it showing me you for some reason? Oh, peut-être tu dois appuyer sur le. Tu dois pin Oh, ok. Cool. Ok, on va aller un peu vite. Donc, les avantages du cloud, c'est, comme je disais, la flexibilité,
C'est-à-dire, vous pouvez avoir accès à plusieurs services qu'ils offrent et tout ça à partir d'Internet. C'est aussi pouvoir évoluer en fonction des besoins que vous avez sans vraiment investir sur, comment dire, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un certain type d'ordinateur. Par exemple, de nos jours, il y a les ordinateurs qu'on utilise pour faire l'intelligence artificielle, les GPU. Donc, au lieu que vous-même vous allez acheter ces ordinateurs, vous pouvez juste les emprunter avec les fournisseurs de cloud et les utiliser, payer, et après, vous n'avez pas besoin de les maintenir encore. On peut dire qu'il y a une réduction de coût aussi, c'est-à-dire on utilise ce dont seulement on a besoin. Il y a la sécurité dont on a parlé, c'est-à-dire il vous donne des options pour pouvoir sécuriser vos infrastructures. Il y a la sauvegarde des données. Comme tout est dans le cloud, maintenant, on peut dire que il y a un risque, on peut dire moins de risque à perdre toutes vos données. Et puis, il y a la collaboration aussi, c'est-à-dire vous pouvez facilement partager vos fichiers, comme tout est sur Internet. Et la mise à jour, vous n'avez plus besoin vous-même de mettre à jour vos ordinateurs. Par exemple, si vous avez des failles sécuritaires, le fournisseur de cloud va le faire. So advantages of cloud, so flexibility is one of them. So you can access it via the internet. So you don't necessarily have to be physically in the data center of your company or anything like that. Everything is via a browser for the most part. It's also slightly easier to upgrade. So let's say you want to, use a particular type of computer. It's much easier to just kind of like spin up, let's say, a GPU, which is used for artificial intelligence, and use that as opposed to you going out and buying those expensive computers. So you can just like spin them up, use them, and when you're done, you basically shut them down. It also reduces cost in a way, so because you only pay for what you use. It also helps in terms of like security, right? So we talked about that in terms of the cloud vendors will secure the cloud, and then you also can secure your own area. It's easy to stock. It's easy to store your data also in the cloud, because say something happens. Let's say something happens to your data center. Having your data in the cloud, it's less prone for data loss. You can also easily collaborate when things are on the cloud because it's all via the internet. And if, for example, you have a computer that you want to upgrade, you necessarily don't have to do the upgrade. The cloud provider will usually do that for you, and you don't have to really maintain a whole lot. Obviously, there are some il y a des inconvénients pour le cloud. So, par exemple, il y a la dépendance à l'Internet. Sans Internet, vraiment, tu ne peux rien faire dans le cloud. En termes de sécurité, il y a aussi quelques soucis parce que, oui, le fournisseur de cloud protège l'infrastructure, mais vous-même, en tant que tel, vous devez aussi protéger votre partie de l'infrastructure. Donc, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas une bonne, comment dire, si vous n'avez pas une bonne, how do I say that? Good process, un bon processus pour pouvoir sécuriser vos infrastructures. Si par exemple, il y a quelqu'un arrive à rentrer dans votre réseau et vous n'avez pas, par exemple, installé des moyens pour sécuriser votre infrastructure, ça peut vous compromettre. Il y a aussi la confidentialité des données. Alors, je vais revenir sur ça. Il y a le coût aussi. C'est vrai qu'on dit que c'est moins cher d'être dans le cloud, mais vous payez pour tout, en fait. Donc, souvent, le coût peut être, ça peut monter si vous ne faites pas attention. Aussi, migrer les données de votre infrastructure physique au cloud peut-être un processus un peu difficile et très coûteux parce que c'est beaucoup de données que vous devez migrer. Il y a aussi l'intégration.
C'est pas avec toutes les outils du cloud que, par exemple, il peut y avoir que vous ayez des applications auparavant qui ont été faites de manière customisée par vous-même et c'est difficile de les migrer dans le cloud. Et bon, il y a aussi une sorte de perte de contrôle parce que c'est vrai que quand vous avez votre propre infrastructure, vous contrôlez tout. Maintenant, dès que vous bougez tout vers le cloud, vous perdez un peu de contrôle. Vous êtes vraiment un peu à la merci des fournisseurs de cloud. Donc, en revenant sur la confidentialité des données, un exemple que j'aime utiliser, c'est si vous prenez par exemple Amazon. Amazon, c'est un leader dans le e-commerce. Et ils ont le AWS, par exemple, qui est leur fournisseur de cloud. Si vous prenez une autre compagnie de e-commerce, par exemple, je ne sais pas ceux qui sont en Amérique du Nord, peut-être Walmart, ou bien peut-être ceux qui connaissent un peu les entreprises françaises comme, je ne sais pas moi, Carrefour, ils sont un peu compétiteurs, en fait, entre Walmart et puis Carrefour et puis Amazon. Donc, c'est un peu bizarre à Walmart de prendre ces données et de les mettre dans Amazon parce que même si Amazon dit qu'eux ne voient pas ces données-là, en réalité, c'est comme si vous aidez un peu votre compétiteur, vous voyez, non? Donc, il y a ce genre de pensée, en fait, que les entreprises ont pour pouvoir pour pouvoir choisir ou migrer leurs données vers les cloud providers. Donc, quickly, inconvenience for this, you basically depend on the internet to access the cloud. So you need a good internet service. There's also security concerns. So, depending on how you do your, the cloud provider is going to secure the infrastructure, but when you build your infrastructure within the cloud, if you don't have proper security in place, you could potentially be faced with like hacking and because you need to have like people who really know what they're doing to secure your cloud. That's kind of like what we were talking about with Michael. There's also confidentiality, and I'll come back to that. There's also cost because as much as we think that cloud is cheaper in some sense, the prices can actually go up if you don't have good management of that. There's also integration. Sometimes you may have a customized app that you're trying to bring to the cloud, and depending on how you bring it and how that product was built, it might be a bit tricky to integrate that into the cloud. And you also lose a little bit of like control, right? Moving all your infrastructure from physical infrastructure to basically someone else. You basically depend on that person, right? That company. So that is something to think about. So in terms of the confidentiality, so I was using the example of like Walmart or for example, for those who know, Walmart is one of the biggest company in terms of retail, and Amazon, who's also a retail company, but also has the cloud business. So, for Walmart, for example, to move their data to Amazon, they really have to think about it because Amazon is technically their competitor. So even though Amazon might say, oh, we're not really looking into your data, you just come to us and we're not looking into your data. In essence, even if they don't look into the data, if Walmart moves their information into Amazon, they're basically giving money to Amazon, which essentially helps their competitor. So it's something to really think about. Companies really think about that when they choose a cloud provider. Any questions? Yeah. No? So we're getting closer to the end here. So these are the cloud, basically, what you call it, leaders of cloud, right? So you have Amazon, who's number one, Azure, which is a Microsoft product, Google Cloud, Alibaba, IBM, and some of the others. So this stat is from last year, 200 billion in terms of market share, and Amazon has 34%, and Azure comes second, and Google Cloud. So basically, in the world, the top three are AWS, Azure, and Google Cloud. Donc, je disais que eux, ce sont les leaders du cloud. On a Amazon qui est numéro 1, qui a 34% de prise de marché.
Azure, qui est un produit de Microsoft, vient en deuxième, et Google, qui vient en troisième. Et puis après, on a Alibaba, IBM, Salesforce, et puis Tencent. Question ici? OK, je pense qu'on va skipper ça, on est un peu en retard. Donc, merci. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions dans le chat? OK. Maintenant, on va passer un peu à la démo. Donc, je vais vous montrer un peu Google rapidement. So we'll do a quick demo. I'm going to show you Google Cloud real quick. Can you see? Yep, OK. Oui, c'est visible, mais il faut augmenter un peu le truc, font size. OK, one second. Je pense que je peux faire contrôle plus. This is good? Peut-être un peu encore. Un peu quoi? Peut-être juste un peu encore. Oh, Ouais, c'est bon. OK. It looks so big in my hand. OK. Donc, ça, c'est Google Cloud. Donc, quand vous venez ici, vous avez en fait une sorte de, comment dire, dashboard, tableau de bord où il y a votre compte, il y a votre organisation. So, par exemple, si c'est en entreprise, ici, ça va montrer, par exemple, quelle entreprise je peux choisir? Je sais pas moi. Ubuntu TechHive. Hein? Ubuntu TechHive. Ubuntu TechHive. Yeah. Si par exemple, nous, on est sur Google, Google, ça va montrer ici Ubuntu TechHive. C'est-à-dire en termes de l'entreprise en tant que telle. Donc, ça, c'est au top, quoi, vous voyez. Et en bas de cela, il y a les projets de l'entreprise, en fait. Donc, ça, c'est un truc, ça, c'est pour moi-même, comme je n'ai pas d'organisation, donc et ça, c'est un projet que j'ai. Et c'est dans ce projet, en fait, que vous avez toutes les infrastructures dont vous avez besoin. Et rapidement, par exemple, ici, Compute Engine, ce sont vos ordinateurs que vous pouvez avoir. Pour le storage, c'est là où vous pouvez mettre vos fichiers audio, vidéo, toutes sortes de fichiers dont vous avez besoin. Ça, c'est une BigQuery, c'est un data warehouse, c'est un outil pour pouvoir en fait stocker toutes les données que vous avez de manière un peu structurée pour pouvoir faire de l'analyse. Et puis, dans tout cloud, vous avez besoin de gérer vos réseaux aussi. Donc, VPC Network, c'est pour pouvoir créer vos réseaux dans votre cloud. Et puis, bon, en matière de sécurité, vous voyez. Donc, l'outil vraiment vous donne tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir créer une infrastructure qui ressemble en fait à ce que vous aviez auparavant, vous voyez. So real quick here, so this is Google Cloud. So for those who don't know, this is the dashboard. Here, it will show you your organization. So for example, if we were on the Google Cloud, so like as a company, like the Ubuntu Tech Drive would be at the top. And then underneath it, you will have, folders. And then underneath that, you would have like projects, and then project will have your resources. So your VMs, your virtual machines, your network, your storage, everything, basically. So as I was saying, you could see everything about your cloud environment. So your compute engine, which are the computers that you have, that you will, you can create, storage to store any files that you may have. BigQuery is a data warehouse, so basically where you can store all the, data for analysis using SQL. And for any sort of like cloud that you need, you will need a network. So this is how you can create your network.
basically. So, and obviously there are other things. You can look at your billing here. You can see how much you're being charged and things like that. We can actually take a look real quick. If I have some billing, maybe not. But for I'm using a free account, so it's not showing me anything that I paid, but it does show me I have a $300 credit that's only $248 left. So yeah, so that's kind of like what I wanted to show real quick here. We're running on time, so I won't spend too much time here. Any questions? If not, we'll try to create a quick environment and then deploy an app, and then we can take a look. Any questions? Okay. All right. So, je disais qu'on va créer, je vais créer rapidement un environnement et puis déployer une application rapidement pour pouvoir essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le cloud, quoi. Donc, let me stop sharing. You have to bump up the fonts again. Oh, man. It's small? Ouais, c'est un peu petit. Je pense que c'est Command Plus. Let's see. Command Plus. Oh, that's too big. How is it now? Peut-être une fois encore. On augmente un coup encore. Ouais, je pense que là, c'est bon. Okay, c'est tellement grand à monter. It's so big in mine. Okay. Anybody here know anything about Terraform, Kubernetes? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que Terraform ou bien Kubernetes, par exemple? Yeah, I've used it a bit. Okay. Ben, c'est l'expert dans Kubernetes. Moi, je suis un apprenti. So Bon, Ben je peux expliquer rapidement Okay. en une minute. Yeah, go ahead. Donc, je pense que ce que Aziz s'apprête à faire, c'est que tout à l'heure, il montrait le tableau de bord de Google Cloud. Donc, ce qu'il va faire en ce moment sur sa machine, en général, c'est possible de faire ça avec l'interface graphique du tableau de bord. Mais en réalité, ce n'est pas pratique parce que quand une compagnie utilise le cloud, en général, il peut y avoir des centaines d'applications à déployer, par exemple. Donc, si quelqu'un doit s'arrêter et puis, bon, faire tout manuellement, il y aura sûrement des erreurs, puis ça peut créer des risques en termes de sécurité et autres. Donc, il y a ce besoin d'automatiser le processus. Donc, c'est ce qu'il montre ici avec un outil qui s'appelle Terraform, qui vient de la même compagnie que j'ai mentionné tout à l'heure, de HashiCorp, qui fait Vault. Donc, Terraform permet aux administrateurs d'écrire de déclarer ce qu'ils veulent déployer dans Google. Et puis maintenant, Terraform va se charger de faire ce qui aurait été fait manuellement sans faire d'erreur. Maintenant, il a mentionné Kubernetes. Ça veut dire que quand la compagnie a son centre de calcul avec ses ordinateurs, ses serveurs et autres, c'est à peu près la même chose. Dans le cloud, on utilise plutôt des machines virtuelles. Et puis, il y a ce besoin de pouvoir manager toutes les machines, comme si c'était en fait un très grand ordinateur. Donc, ce qui permet de donner l'illusion que toutes ces machines-là fonctionnent comme un seul ordinateur, c'est un outil qui s'appelle Kubernetes. Donc, ça se charge de faire le réseau, le stockage de données et plein de choses. Donc, en fait, c'est ça. So, I was just saying that what Aziz is about to demonstrate is how to provision an application in the cloud for Google Cloud.
it's usually possible to do it using the dashboard, but in reality, it's not practical because in a real scenario, a company might have hundreds of applications to deploy. So this would doing it manually and using the visual dashboard might be prone to errors and create some security risks. So for that reason, the company that I mentioned earlier called HashiCorp, which is behind the Vault tool that I mentioned, created a tool that Aziz is using here called Terraform, where the administrator can clearly like specify what needs to be deployed, and then Terraform will take care of that process without errors. And he also mentioned Kubernetes. When the company at first like has a data center like on-prem, they have to manage a number of machines. So the same thing happens in the cloud, but this time with virtual machines, and all those machines have to be managed together. And Kubernetes is a way, it is a tool that helps the admins do that because it takes care of networking, storage, and a few other things. So, yeah. That's it. Donc, on va pas trop rentrer dans le côté technique, expliquer Terraform. Ça peut être dans une autre session. Mais vraiment, général, pour vous dire, c'est un moyen pour pouvoir créer toutes les ressources que l'on veut dans le cloud. Que ce soit Amazon, Google, ou Azure, ou peut-être d'autres entreprises. Donc, comme je disais, ici, on va créer un Kubernetes cluster qui était juste un regroupement d'ordinateurs. Et j'ai déjà configuré mon environnement. Donc, j'ai donné le nom du cluster. Et là où je veux que ça n'a qu'à être créé, bon, il faut plein d'autres. C'est tout ce qui est affaire du réseau. Et ça utilise, en fait, ces genres de, comment on appelle ça, de modules, en fait, qui sont écrits par d'autres personnes. So as I was saying, we'll quickly create a Kubernetes cluster, a very simple one with a lot of default values. So this is the name of the cluster and where it's going to be located. What else? This is a network that it's going to be. This is the network and the subnets that's going to create and the ranges, basically. Yeah, so the tool has 3 commands. Terraform init, which has just did, which kind of initializes everything. Then we have Terraform plan, which basically will tell us what the tool is going to do. Comme je disais, l'outil a plusieurs 3 commandes qu'on utilise spécifiquement. Il y a Terraform init qui initialise tout. Terraform plan vous montre en fait qu'est-ce qui va être créé. Donc, vous voyez, il dit que ça va créer 11 ressources. Donc, si on va en haut, alors, si on va en haut, ça va créer subnets, the cluster, avec toutes les informations que j'ai données dans le code, en fait. Vous voyez. So, like I said, on va rentrer en plus de détails une autre fois sur ça, mais je sais, comme on est un peu pressé par le temps, on va créer l'environnement. Ça prend un peu de temps pour créer l'environnement. Et donc, c'est ça, quoi. Again, we'll create the environment real quick. It takes a little bit of time to create because we're also running a little bit out of time, so we'll do that. But let me show you something quickly. So right now, we want to do Terraform apply. Where are you? And go. So apply va maintenant créer l'environnement. Donc, je suis sur ma machine ici et ça va aller maintenant sur Google et aller créer l'environnement dont on a besoin. So Terraform. Tu peux montrer le dashboard en pensant que ça va montrer comment que ça That's exactly where I was going. J'allais là-bas.
Vous voyez? Oui, on voit. OK. So, comme on disait, Kubernetes, si vous venez ici, vous allez voir que il n'y a rien pour le moment. You can see there's nothing yet, right? Because it's still trying to create it. Il n'y a rien pour le moment parce que ça est en train de créer l'environnement. D'ici peu de temps, ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de créer là va apparaître ici. Mais comme ce que Ben disait, on peut aussi créer l'environnement de manière manuelle. Vous voyez, je peux, au lieu d'utiliser l'outil que je vous ai, on vous a montré, on peut créer ça aussi ici. Peut-être même après, on peut le faire. So, as Ben was saying, you can actually do it manually here from the screen. You know, not have to use the tool. But obviously in enterprise, that's not something you want to do. In enterprise, you typically will use a tool like Terraform. So it's still creating the environment. In the meantime, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Il y a quelqu'un qui demandait, attends, il y a un Jean-Serge qui demandait est-ce que on a besoin d'utiliser Google Cloud. Donc, si je comprends bien la question, il s'agit de pouvoir utiliser Terraform ou bien Kubernetes. Donc, en fait, comme j'avais mentionné tout à l'heure, les outils de HashiCorp, c'est-à-dire Vault, et puis dans ce cas particulier Terraform, ne sont pas affiliés avec aucun des fournisseurs cloud. C'est une compagnie indépendante qui fait des outils open source, en fait. Donc, vous pouvez utiliser ces outils-là avec les ordinateurs que vous avez sur dans votre entreprise. So, someone was asking if it's required to have access to Google Cloud in order to use these tools. And the answer is not necessarily, because the tools like Terraform and Vault that I mentioned earlier are made by another company called HashiCorp, and the tools are actually open source. So they can be used against the machines that you have on-prem. It's not required to use it in the cloud. You know, they can be used in local scenarios as well. So that's true for both Terraform, Vault, and also Kubernetes. Vous avez d'autres questions? Do you guys have any other questions in the meantime? Okay, so maybe I can comment, like Aziz is gonna be right back. I'll say it in English and then I'll say the same thing in French. So Aziz applied the description of the infrastructure, like using the Terraform syntax, and then Terraform is taking care of actually doing the provisioning. So it does a lot of, it takes a bit of time because like by default, those machines are not allocated to the account. So Google has large data centers like all across the globe, and currently is using the US Central 1 region. So it's I think it corresponds to like a city in the middle of the United States. Iowa, maybe? Yeah, maybe Iowa or something like that. And when the request from Terraform gets to the Google data center, they have to find a machine into the data center that has space to be able to support the request that Aziz made. So once they find the space,
they're gonna do the installation of the Kubernetes nodes. So if he has like 2 or 3, see if he requested like 2 or 3 machines, Kubernetes is gonna be installed on all 3 so that they start to function as one entity. And then once this is done, the artifacts of the application that have to be deployed will be downloaded on those machines and then configured so that they all start up, like you say here. Yeah. Donc, je disais tout à l'heure que le processus a pris un peu de temps parce que quand la requête de Terraform arrive à Google, Google doit trouver un espace qui peut accommoder la requête d'Aziz. Donc, dans ce cas particulier, Aziz fait la requête pour une zone, une région qui s'appelle US Central 1. Donc, vous voyez la colonne location. Donc, quand la requête arrive, Google va voir là où il y a l'espace. Et puis, selon la requête d'Aziz, par exemple, s'il a fait une demande dans son script de Terraform d'avoir accès à 3 machines, Google va les sélectionner, les rendre disponibles, et puis continuer en installant Kubernetes sur ces machines pour que ces 3 machines commencent à fonctionner comme une seule entité. Et puis, une fois que ça c'est fait, comment dirais-je, le Terraform va donner l'instruction au Google Cloud d'installer l'application qui doit être déployée sur ces machines. Et puis, une fois que c'est fait, l'application va se mettre en route et puis sera accessible sur le net. C'est ça. Donc, rapidement, on voit que la machine a été créée. Voilà le nom Wilder Clusters. Et ça vous donne en fait beaucoup de détails sur la machine. Tout ce qui est le réseau, sécurité, et plein d'autres outils que vous pouvez faire avec la machine. Ça a créé, en fait, ça a créé, ça a 3 ordinateurs, mais ça peut aller jusqu'à, ça peut auto-scaling. Ça dit, I don't know if I want to get into this. Ok, donc je peux. No, I'll do it. Ok, tu vas aller? Ok, vas-y. Yeah. Donc, en fait, l'un des avantages de Kubernetes, c'est quoi? C'est que tu peux créer un réseau d'ordinateurs, en fait. Vous voyez? Donc, le réseau d'ordinateurs, et ça a comment dire, un feature, how do you say feature? Un avantage. Comment? Une option pour pouvoir diminuer le nombre d'ordinateurs ou augmenter dépendamment du trafic que vous avez qui vient vers votre application, par exemple. Et après, on va mettre une application sur les ordinateurs, vous allez voir. Mais c'est en fait, c'est un truc qui est très, très important parce que si vous avez une application et que c'est une application de e-commerce, par exemple, le jour qu'il n'y a pas vraiment des promotions, le trafic vers votre application est moindre. Donc, en réalité, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, 100 ordinateurs qui vont prendre soin de votre application. Vous voyez? Donc, vous pouvez diminuer le nombre d'ordinateurs peut-être jusqu'à 5, 10 par exemple. Mais le jour que vous avez une promotion, le jour que ce sont les fêtes et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent votre application pour pouvoir acheter des choses, vous ne voulez pas que, par exemple, des gens viennent et que votre application crash, votre application n'est pas accessible. Donc, Kubernetes a une option qui fait que, dépendamment du trafic, automatiquement, il peut allumer. il peut ajouter d'autres ordinateurs dans votre groupe d'ordinateurs pour pouvoir gérer le trafic qui vient vers vous, en fait. Ouais. Et tout ça, c'est fait automatiquement. Ouais. Et vous pouvez, en fait, customiser ça de la manière que vous voulez, quoi, en fait. So what I was saying here is that Kubernetes has a feature called auto-scaling. So the reason here is that
currently, you know, we have only 3 computers, right, that are running for us. But let's say you have an application that serves a e-commerce, and you know, on a normal day, you may not have enough traffic, so Kubernetes will scale down your number of computers to a very low number, so you're not paying for all those computers, right? But if, for example, you have a promotion going on and there's a bunch of people coming into your website to buy things, you know, you don't want them to have issues accessing your website. You don't want them to be frustrated and, you know, leave. You're gonna lose sales. So basically, Kubernetes will look at the traffic coming in and basically increase the number of computers. It will provision more computers to come and help basically your application handle the traffic that's coming to you. And it will do it until basically the traffic goes back down, and it will scale back down the number of computers again. And all that is done automatically, and you can customize it as however you want, basically. So, Ben, did I do a good job? Yeah, that's good. All right. OK, maintenant, on va déployer l'application. D'abord, on va se connecter sur l'ordinateur. So, where's the go here? I could do it in the. Donc, pour pouvoir se connecter sur l'ordinateur, on peut le faire à partir d'ici, mais aussi on peut le faire à partir de l'outil que j'utilisais pour déployer l'application. Mais avant de se connecter, il faut qu'on saute authenticate. Il faut qu'on. Il faut s'enregistrer. S'enregistrer. C'est l'équivalent de rentrer son mot de passe, voilà. Son mot de passe, puis son nom de le compte, quoi, en fait. Ouais. Okay. So in order to access the cluster, we need to authenticate first. So that's the command to authenticate. So now we're in the cluster, right? So there are some commands that you use to access the cluster. So for example, I hope you can connect. Vous voyez, ça c'est une commande pour pouvoir avoir accès aux ordinateurs. Donc vous voyez, on a 3 ordinateurs qui sont en train qui sont provisionnés pour nous et ils sont prêts à recevoir tout ce qu'on veut. Vous voyez. Donc c'est les 3 ordinateurs là. Maintenant, on va déployer une application dans les ordinateurs là. Donc je vais vous montrer où se trouve l'application. Avant, peut-être faut leur montrer le dashboard de Kubernetes. Le dashboard de Kubernetes. Oh, voilà. Peut-être faut ouvrir ça sur un autre tab. One second. Are you talking about this? Or the workload tab? Yeah. Bien the pods. There's nothing in the pods yet. Okay. We need to add things into the pod. There's nothing there. Okay. Gotcha. OK. Donc, on va déployer l'application. Avant de déployer l'application, je vais vous montrer d'abord où se trouve l'application. So before deploying, I'm going to show you where the application is. That's what I was trying to do, and I got sidetracked. Sorry. Can you see? On peut voir. You need to increase the font. Oh, yeah. 1 second. Better? Yeah, je pense. Une fois encore, peut-être.
Ouais, c'est bon. Donc, ça, c'est une application que Google utilise pour pouvoir démontrer, en fait, la Kubernetes. C'est une application de e-commerce qui s'appelle Online Boutique. Et l'application ressemble à ça. Tout est statique, en fait. Il y a pas vraiment, tu ne peux vraiment pas acheter quelque chose dessus, mais c'est un moyen pour pouvoir montrer qu'on peut déployer des choses, des applications sur, euh, euh, sur Kubernetes, par exemple. Donc, c'est ça qu'on va essayer rapidement. Là où le code se trouve, c'est pas moi qui j'ai écrit le code, c'est un code qui a été écrit par Google. Donc, le code se trouve ici. Je vais vous donner le lien après. Et ici, vous voyez, on peut aussi créer de manière manuelle le cluster qu'on avait créé. Ça, c'est la commande qu'on utilise pour créer. Et ça, c'est la commande pour déployer l'application. So real quick here, so this is the website for the online boutique app. I will share the link real quick. So basically, it's a way to show how you can deploy an application into a Kubernetes engine cluster. It's a microservice application, so it's all static. There is no database behind it, so you won't be able to really buy anything. It's just an app to show how to deploy an app. And this is you remember we were talking about how you can create a cluster. You can actually use a command also to create a cluster. Yeah. So real quick, I will run this. Je vais faire juste un petit commentaire. Yeah. Donc, ce que Aziz montre ici, la première commande, par exemple, où ça fait G Cloud, Container, Cluster et autres. En fait, c'est une commande qui est spécifique au cloud de Google. Si la même application devait être déployée sur le cloud de Microsoft, la commande aurait été différente. La même chose pour Amazon, etc., etc. Mais le truc, l'étape numéro 4, ça, c'est l'outil Kubernetes pour pouvoir déployer des applications dedans. Donc, cette étape-là ne va pas vraiment changer, peu importe le fournisseur de cloud. Yep. Parce que Kubernetes est indépendant des clouds, en fait. Donc, l'avantage d'utiliser Terraform, c'est que l'administrateur n'a pas besoin de se souvenir à chaque fois des commandes spécifiques à un cloud en particulier. C'est-à-dire en utilisant Terraform, Terraform se charge de gérer les petites différences, un peu comme les commandes qu'on voit dans l'étape numéro 3. So I was just saying that when we take a look at step 3, like on the screen right now, the commands that we see, like Cloud container clusters, this is specific to Google. If the same application had to be deployed in Microsoft Azure or AWS, the command would be different. And if you notice, step 4, this is the command for actually deploying the app to Kubernetes. The fact that Kubernetes is independent of a specific cloud provider, that step, the command on step 4 doesn't really change, but the step 3 will change based on the provider. So that's the advantage of using a tool like Terraform that will provide a layer of abstraction so that those small differences across cloud providers will be handled by Terraform. That's it. Okay. Okay, I'm gonna share. Yeah. OK, donc on va déployer l'application rapidement. Vous voyez, non? Can you see? You can see, right? Yeah. Okay. Oh, what did I do? Oh, hold on.
OK. Donc, ça a déployé l'application, c'est en train de déployer l'application. Maintenant, je vais vous montrer rapidement le code. So this is deploying the application. Now we're going to take a look at the code. So I had actually downloaded the code already prior to the session. So it's in, you can see all the microservice demo, and it has all the information about the code itself. And this is the file that we deployed. We're not going to get into too much detail, but this is basically the file to deploy the application. Let me close out of this. All right, c'est ça. This basically looks like it's a Kubernetes manifest. So that goes and finds the code and in all these like images and deploys it. Donc ça, c'est le code que ça utilise pour déployer l'application en fait. On va pas rentrer dans tout le détail avec ça parce que peut-être on va faire une autre session sur Kubernetes et on va parler de ça plus particulièrement. OK. We'll go back to the terminal. Peut-être tu peux montrer la pod aussi après, quoi. That's what I'm doing. Yeah. OK. Donc, là maintenant, si vous voyez le code qui a été déployé, vous voyez, il y a cart service, checkout service, currency service. Ça, ce sont toutes les applications qui sont dans l'application. C'est les mini-applications qui sont dans l'application, en fait, qui sont déployées sur des pods. Vous voyez, donc, ce n'est pas encore fini. OK. Donc, 101, ça veut dire maintenant ça veut dire que l'application est en marche. Vous voyez, est en marche et c'est en train de comment dire? It's running. C'est en train de marcher en fait. Donc, je vais aller trouver le IP address, c'est-à-dire l'adresse IP pour pouvoir accéder à l'application. Une seconde. Donc, ça, c'est l'adresse IP. Ça utilise. Je vais mettre ça dans le chat. Tout le monde peut accéder. Je pense que tout le monde pourra accéder à ça. Let me share my screen again. Et voilà l'application. C'est ça qui est en marche en ce moment. Donc, tu peux montrer le dashboard pour qu'on voit les pods. Yeah, I gotta go back to it. Let me share something. Donc, this is the application that's running, basically, that we just deployed. So you can see, it's basically what Kubernetes would do. It would deploy the application and provide you with an IP address that you can access. Obviously, for like an enterprise application, this is not what we're going to use to access it. This would be mapped into a DNS domain. For example, like www.theubuntu.techhive.com, but then behind the scene, it's mapped to this address. But we go to the www.theubuntu.techhive to access this IP address, basically. Donc, je disais que ça, c'est l'adresse IP de l'application elle-même, mais pour une entreprise ou bien de commerce ou bien c'est pas avec ce numéro qu'on va avoir accès au site internet. Ce numéro-là va être configuré avec ce qu'on appelle DNS, Domain Name System. Et dans ça, ça va dire, OK, ceux qui viennent sur cette adresse, ceux qui viennent sur www. Par exemple, ubuntu.techhive.com, il faut les envoyer sur cette adresse-là, en fait. Ouais. Donc, Google, par exemple, google.com a une adresse IP comme ça, mais nous-mêmes, on ne connaît pas ça, en fait. Tu peux le savoir, mais c'est plus facile que quand c'est en anglais ou, comment dire, au lieu que ce soit des numéros, ce sont des lettres, quoi, en fait. Ouais. OK, je vais rapidement aller vous montrer les pods, là, rapidement.
Le tableau de bord de Kubernetes. One second. I hope I know. So you want me to show the workloads or like, Okay. let's see. No, the pods. I don't know if Google, are you talking about something, the thing similar with STO, service mesh? Non, pour qu'on puisse voir ça a été déployé dans combien de pods. Genre, tu as combien de... Oh, Many j'avais- instances. here. Oh, sorry, hold on. I have it in the command line. J'ai ça dans le command line là. Ça aurait été cool de voir le graphique de Je CPU et autres. je ne pense pas que Google a ça, ou bien c'est moi qui ne sais pas où ça est. Hold on. Oh, okay, hold on. Je pense en principe, quand tu vas dans le namespace de l'application, tu dois pouvoir voir ça. Ça? Voilà, exactement. Exactement. Donc, tu peux, par exemple, sélectionner like, une des applications. OK. Ça vous donne... Voilà. Donc, si tu veux, je peux expliquer. Donc, Ouais, vas-y. tu peux repartir en arrière sur la liste. Oh. Je vais juste expliquer. OK. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que l'application qu'Aziz montrait tout à l'heure, dont le code était sur GitHub, l'application elle-même contient plusieurs modules. Donc, chaque module de l'application est responsable de quelque chose en particulier. Donc, comme c'est une application e-commerce, l'application peut avoir ce besoin d'envoyer un email à un client. Donc, il y a un module, comme vous voyez, qui s'appelle Email Service, qui sera responsable de ça. Ou bien l'interface graphique qu'il a montré quand il a ouvert l'application dans la page web de l'application. Le module responsable pour ça s'appelle front-end, comme là où il avait sa souris. Ou bien, par exemple, pour faire le paiement, il y aura un autre module qui s'appelle Payment Service, etc., etc. Donc, quand il a fait la provision de Kubernetes, il y a trois machines qui sont intégrées à travers Kubernetes. Donc, quand Kubernetes reçoit la requête de déployer l'application qui est composée de plusieurs modules, Kubernetes connaît exactement les ressources de chaque machine. Donc, selon les besoins de chaque module de l'application, Kubernetes va s'arranger à les disposer de telle sorte que ça soit la manière la plus optimale. Donc l'administrateur lui-même n'a pas besoin de résoudre ce casse-tête-là, en fait. Donc, maintenant, vas-y, tu peux cliquer sur un des modules qu'on voit. Voilà, donc, par exemple, si on regarde ce module, on voit que on voit ce que ce module utilise, en fait, comme ressource sur la machine. Donc, en premier, il y a combien de... Comment on dit CPU en français? Ça utilise combien de pourcents du processeur sur une des machines qui est gérée par Kubernetes. En deuxième, ça va être, par exemple, la mémoire RAM. Et puis, en troisième, ça va être, par exemple, le pourcentage du disque dur que ça utilise. C'est ça, en fait. OK. Tu peux repartir en arrière. J'ai dit la même chose rapidement. OK. So when Aziz deployed the application for which we saw the code on GitHub,
this application itself is composed of different modules. So, for example, when he opened the URL in the browser, the visible part that we saw, the module that's responsible for it would be obviously the front end, like in the list. Or since it's an e-commerce application, there might be a need to send emails to the customers, in which case the email service will be responsible for it. And customers will need to make payments. That can be handled by yet another module, which is the payment service. Yeah, for example. And if we go to one specific service, okay, in this case, the email service, like Kubernetes, when it deployed the application, took care to place them on each one, I mean, to place them according to the optimal way of reusing the resources, and by drilling down into a particular module, like the email service, we can see exactly how much resources it's using on the machine. So the first column will be the percent CPU. The second column will be the RAM that it's using. And then the third column will be like how much disk space it's using. That's it. Yeah. So, je pense que c'est tout que moi je voulais montrer. Ça, ça nous a pris presque 2 heures et quelques pour faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Are there questions? That's all I wanted to share. I think Ben still has something to share. Any questions? Il y a des questions? Well, not from my end. Well, I don't have much questions because I don't have a background in Kubernetes. So Sure. I was quite lost, but I was following through. Okay. Thank you for the illustration. Yeah, no, definitely. I mean, I'm myself, I'm slightly new to Kubernetes. I started using it at less than a year ago, so it's definitely a lot, but it's fun. But we'll probably do other sessions specifically on that, because I think Ben is like he knows Kubernetes more. So yeah. Yeah. Okay. Okay, thank you. Certainly. Yeah. Enfin, j'allais dire en français puis en anglais. Donc, en fait, l'agenda de chaque rencontre, on essaie de la programmer chaque 2 semaines. Donc, la première rencontre, on l'avait il y a 2 semaines, donc aujourd'hui le 25. Et puis, la prochaine sera dans à peu près 2 semaines. Donc, en fait, le format de l'agenda qu'on essaie de suivre, c'est que au début du meeting, on peut faire des petites présentations pour apprendre à se connaître. Et puis, on enchaîne rapidement avec des présentations. Bon, pour le moment, c'est Aziz et moi qui faisons les présentations, mais bon, s'il y a des membres du groupe qui ont des choses à présenter ou bien des choses à partager, on peut les programmer aussi pour faire des présentations. Donc, en principe, on devait avoir 2 présentations, donc Aziz et puis ensuite j'allais enchaîner, mais bon, ça a pris plus de temps qu'on avait prévu. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Comme on est en train encore d'apprendre à se connaître, on n'a pas vraiment une idée claire de qu'est-ce que les membres du groupe connaissent. Est-ce qu'ils sont avancés dans certains domaines ou bien s'ils ne sont pas familiers avec certains domaines. Donc, en fait, le fait de présenter, ça nous permet d'avoir une idée et puis d'ajuster ça en conséquence. Donc, comme par exemple, tout à l'heure, pendant le meeting, pendant que Aziz présentait, j'avais envoyé un petit questionnaire juste pour avoir une idée de est-ce que les gens connaissent certains outils ou pas. Donc, c'est pour tout juste apprendre à vous connaître, comme ça on pourra ajuster le contenu en conséquence. Donc, je pense que peut-être dans la semaine, on va sûrement envoyer un questionnaire pour que vous puissiez voter, pour voir qu'est-ce qui vous intéresse au juste qu'on peut couvrir la prochaine fois. Okay. So let me say the same thing in English.
don't even remember what I was just saying. Okay, I was saying that the agenda for the meetings, what we try to follow is to start the meeting with a small introduction so that we learn how to, so that we learn about each other, we get to know each other, and then it's followed right away by 2 presentations. So today I was supposed to present after Aziz, but it took way longer than expected. So I'll probably do mine the next time. And also, we don't have the exclusivity on the presentations. Any members of the group, if they have something they want to share or present, they are very welcome. They just have to let us know, and then we can schedule them like in the upcoming meeting. What else? Also, by presenting like Aziz did today, it helps us to have an idea of where every member is in the group, because we have no idea about who has advanced knowledge and in what field, or who is not too familiar with certain aspects. So by getting to know everyone, we'll be able to eventually like make the right adjustments so that all the members will be able to receive the maximum of information. So that's the reason why during the meeting, I sent a questionnaire just to have a feel of what tools people know. And I'm sure during the week, we're going to share another questionnaire and ask people to like answer certain questions so that we have a better idea. And through that, we'll be able, the members will be able to vote on the stuff that they want us to cover next time. So today I was supposed to present, but I'll probably do it next time. Yeah, we're supposed to be done what, an hour and a half? It's like noon here, so I think we'll let folks call it a day, and then we'll have Ben's presentation, which is going to be focused on AWS, right? A little AWS. So that's for next week. Yeah, Not next week, in 2 weeks. 2 weeks. Donc, So you aujourd'hui, get Go the ahead. links to the GitHub repository. For the GitHub Pour repository. l'application que tu as déployée. Oh, yeah. Sorry. Yep. Je peux faire ça. Aussi, avant que j'oublie, on est en train de travailler sur un website. Donc, tous les sujets qu'on va couvrir pendant les présentations, ça va aussi inclure les codes. On va les publier sur le website pour que ceux qui manquent les meetings puissent, ne manquent rien en fait. Donc, so I was just saying that we are currently working on the website for the group, and all the material that's covered is going to be published there. And so that if anybody is not available for a particular meeting, they will be able to catch up later. So. Okay. Any question? Anybody has any question? Est-ce que quelqu'un a d'autres questions avant qu'on adjourne? Or, je peux rapidement montrer how do you destroy this thing. Yeah. No questions? Okay, I'm gonna share my screen. Peut-être on peut faire un tour de table pour que chacun dise un mot. Okay. Yeah, go for it. So we can do a quick round table. So maybe like each person can say a word, like share anything. I don't know who wants to go first. You don't have to if you don't want to. You don't have to if you don't want to. It's just to get to know each other. Yeah. And to the table, si pour se connaître un peu, mais si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Yeah. Shakul B, who are you? Il y a un qui s'appelle Shakul B. Je veux savoir qui il est, quoi. Prince, go ahead. Hello. Man, it's so hard to take off these mute things. This is Shakubi talking. Again, my name is Isiaka Bara.
live in Wisconsin. I'm a IT infrastructure and cybersecurity engineer at one of those very, very little company in the area. So I really appreciate the presentation today. And hopefully in the near future, I might maybe be able to sort of like participate in terms of presenting something about, on networking or cybersecurity, if possible. Thank you. Yeah, perfect. Oui, je dois dire ça en français encore. Ouais, tu peux dire en français pour ceux qui parlent français. Ouais. Bon, mon nom qui se présente, c'est Chapeau B, mais en réalité, mon vrai nom, c'est Isia Kabara. Je vis à Wisconsin et je travaille pour une petite compagnie de manufacturing où je suis, comment on appelle, informaticien au niveau du réseau et en même temps aussi la cybersécurité. J'ai aimé la présentation d'aujourd'hui et j'espère qu'on continuera comme ça. Et puis bon, dans le futur, j'aurai ma participation à présenter sur peut-être le réseau ou bien la cybersécurité. Merci. Bon, j'aimerais aller. Vas-y. Moi aussi, bon, ce qui se présente sur vos écrans, c'est Akuba, mais en fait, mon nom, c'est Constance. En fait, je suis complètement novice quand il s'agit de ce genre de trucs parce que mon expérience, mon diplôme, c'est en comptabilité. Et c'est Benjamin qui m'a convaincu d'essayer Haïti, comme on le dit, quoi. Et ça fait ma deuxième présentation, mais je suis complètement excitée. Je crois qu'en ce moment, je suis en train de trembler parce que je me dis, mais comment est-ce que j'ai mis du temps même avant de l'écouter et de le suivre? Et il y a tellement de choses, c'est passionnant. Pour vous dire la vérité, c'est passionnant. C'est vrai que c'est un peu technique pour moi, mais bizarrement, j'arrive à avoir l'idée d'ensemble, quoi. J'arrive à avoir un ensemble de vues de ce qui c'est vraiment passionnant. Et j'espère que je pourrai avoir un niveau bientôt où je pourrai faire mes présentations aussi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Dis la même chose en anglais, comme ça. Okay, so on your screen you see Akuba, but my name is Constance. I am no in the IT department, I mean IT field, because my training is in accounting. And Benjamin convinced me to branch out into IT. This is my second meeting, and I'm very excited about that. As I was saying, I'm shaking because it's very exciting. There are a lot to learn, and IT, to me, takes things to another level. So I hope, because I'm new, in the field, I hope I will be knowledgeable enough pretty soon to be able to make presentation also. That's it. Perfect. Anybody else? You don't have to if you don't want to. And quelqu'un d'autre? Oh, Dimitri, vas-y. Ok, bonjour à tout le monde. Merci pour l'initiative. Donc, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses et de voir voilà, que ça avance bien la technologie. Donc, moi, c'est Dimitri Ouattara. Je suis enseignant-chercheur dans une université publique au Burkina Faso. Donc, je suis plutôt spécialisé dans l'analyse et le traitement d'images. Et je m'intéresse particulièrement actuellement à tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, deep learning, natural language processing, voilà. Mais avant d'être enseignant-chercheur, j'étais aussi ingénieur et j'ai fait du développement, beaucoup avec Java, C#, et j'enseigne aussi les algorithmiques, la programmation en C, Python, ainsi de suite. Maintenant, c'est vrai que côté architecture, le cloud, bon, je connais de façon, on va dire, générale, quoi, mais je n'ai pas fait la pratique. Je n'ai pas fait la pratique de tout ce qui est big data et cloud. J'ai des connaissances
théorique seulement. Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi sur le plan parce que je suis aussi responsable de master en informatique dans mon université. Donc, j'avais donné le lien à des étudiants. Malheureusement, il y a eu, bon, ils ont un cours en fait en même temps, mais je pense que les prochaines séances, ils pourront suivre aussi. Donc, c'est un double intérêt pour moi, bon, personnellement et aussi pour les étudiants. En tout cas, merci pour l'initiative et on essaiera de suivre. Et s'il y a des choses particulières qu'on peut faire aussi, ça serait intéressant. Merci. Merci, Dimitri. Tu veux que je traduise pour Dimitri? OK. Je peux essayer, hein, si vous voulez. Vas-y, Dimitri, essaye. Okay, hi. Hi, everyone. I am Dimitri Ouattara. I am a lecturer in a public university in Burkina Faso. So I said I thank Ben and Aziz for the initiative because it allowed me to understand a bit more about cloud and big data. So I'm particularly interested in intelligence artificial for digital image processing, but I am also interested by big data and cloud because I am a staff member of my university, and I want my students to have those knowledge. So thank you for this initiative, and I think next time will be more and more person to follow. So I'm a French speaking guy, so that's my English. It's good, man. It's good. Merci, Dimitri. Okay. Anybody else? Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez tout juste parler. Hein. Yeah, you can just talk. Okay. You can see it takes a while to destroy those machines, to shut them all down and to delete all the information that's in there. Ça prend du temps pour détruire toutes les machines qui ont été créées là. Donc, c'est en train de détruire toujours. OK. Yeah, Ben, I mean... Enfin, je peux juste mentionner encore la raison pour laquelle on a créé le groupe. Yep. Donc, la raison pour laquelle on a créé le groupe, c'est que, bon, en termes de tout ce qui est logiciel, informatique, cloud et autres, il y a des Africains, à la fois sur le continent ou bien dans la diaspora, qui s'y connaissent. Il y en a qui sont plus avancés sur certains domaines, d'autres qui sont moins avancés sur certains domaines, etc., etc. Mais le point commun qu'on a remarqué, c'est que la plus grande partie de l'information est disponible plutôt en anglais, ce qui fait que les francophones ont un léger désavantage. Parce que quand vous remarquez, si vous apprenez à programmer, il n'y a pas d'autre moyen d'avancer que d'avoir un minimum d'anglais. Donc, l'idée derrière ce meet-up-là, c'est que c'est du genre pour faire un échange. De telle sorte que ceux qui parlent anglais, bon, ils peuvent gérer un peu en français, voire apprendre les mêmes termes techniques, comment ça se dit en français, pour pouvoir mieux communiquer. Et puis, pour qu'il y ait aussi ces échanges d'informations, pour que tout le monde apprenne. Et puis, bon, peut-être à long terme, voir comment collaborer sur certains projets. So I was saying that the main reason why we created this meeting is because when it comes to software, big data, cloud, and so on, we have people both in Africa and in the diaspora that are knowledgeable. You know, some people are more advanced in certain areas and not too familiar in other areas. So this is meant to be like a forum of exchange of information. And we also noticed that the majority of the information is available mostly in English, to the point that French speakers have a slight disadvantage, even though when they are in the field, they need to be able to speak some basic level of English.
So this is really meant to be a forum of exchange so that everyone learns from each other. Yep, through exchange, because we also want to learn from, what you guys are doing, in your various companies. Like, we also want to learn, right? So, yeah, it's mostly a two-way. So anybody who wants to present, more than welcome. Like, whatever topic you want to present, we're happy. We can always learn something. Donc, on veut vraiment que ce soit un échange, quoi. Et que si vous avez quelque chose à présenter, vraiment, n'hésitez pas. On peut tous apprendre quelque chose. Ouais. Donc, c'est ça. Yep. Yeah. So, the resource, the resources destroyed, you can see it disappeared. So, we're good. Le cluster a été détruit, il n'existe plus. Yep. Okay, Ben, I think we should be good, right? Ouais, c'est cool. Yeah. Donc, on travaille sur le website. Donc, s'il y a certains détails qu'on n'a pas bien partagés, c'est pas grave. On va regarder les vidéos parce que bon, on prend la peine d'essayer d'enregistrer au moins les présentations. Donc, on va voir par rapport aux questions de chacun et autres. On va voir qu'est-ce qu'on a manqué. Et puis, bon, en tout cas, sur toutes les informations seront éventuellement disponibles sur le website du groupe. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu peux traduire. Oh, ce que Ben disait. Toutes les informations sont disponibles seront disponibles sur le site qu'il est en train de travailler sur ça. Et voilà quoi. Donc, on a déjà fait un enregistrement de la vidéo. Donc après, ça sera disponible aussi. En fait, je voulais dire en anglais, quoi. Oh, moi aussi j'ai dit ça en français. Yo, aller de anglais à français, là, c'est pas simple, hein? Wow. Yeah. So what Ben was saying is that the information will be available on a website that it's being built. Eventually, all the links, the presentation will be available. But currently, the videos, we also recorded this, so that also will be available. So, yeah. If you have any questions, just hit us up. And yeah. Je pense que c'est tout, hein? That's all. Thank you all. I will close it out and have a good weekend. Passez un très bon week-end. Merci d'être venu partager la première partie avec nous. Voilà. You too. Thank you. And stay warm. Yeah. C'est cool. Merci beaucoup. André, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non, je pense que c'est chose. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je ne pense pas que ça. C'est pas pour Ça, dire. Merci en tout cas pour l'initiative, Aziz et Ben. Et on reste à l'écoute. Ça marche. Merci, Dimitri. Merci beaucoup. Okay, I'll stop recording. Okay.